Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au cours de cette intervention, je souhaite retracer un panorama des diverses innovations qui ont conduit à la photographie couleur telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cette photographie en couleur est devenue populaire il y a seulement une soixantaine d'années. En effet, ce n'est que vers les années 1960 qu'elle fut progressivement adoptée pour représenter en 1990 la majorité du marché photographique. Il aura donc fallu environ 150 ans pour passer de la photographie en noir et blanc à la photographie couleur. Alors pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? Pour le comprendre, il convient d'expliquer les obstacles qui ont dû être surmontés avant que cette photographie en couleur ne prenne son essor. Il fallait surmonter non seulement des obstacles technologiques, mais également des barrières idéologiques. En effet, les scientifiques et les physiciens de l'époque se sont engagés dans une voie sans issue pour produire des photographies en couleur qui répondent aux aspirations du public. Et j'aimerais ainsi illustrer les difficultés que rencontrent parfois les différentes communautés pour s'entendre et intégrer les perspectives et les désirs respectifs en raison de priorités différentes et de différences culturelles. Mais commençons par le début, en 1839. Lorsque François Arago fait la promotion de ce daguerréotype, un procédé photographique primitif et vraiment surprenant pour l'époque. D'autres procédés photographiques avaient été présentés soit par Fox Talbot ou Nicéphore Niepce. Mais le daguerréotype les surpasse tous en précision et en qualité d'image. Ce que l'on peut voir sur une petite plaque daguerrienne à l'aide d'une loupe est assez remarquable. On perçoit les moindres détails de l'image. On peut compter les pavés d'une rue, lire les inscriptions sur les bâtiments. Cette plaque daguerrienne que l'on contemple est celle qui a été exposée dans l'appareil photo. Il s'agit donc d'une image unique et de ce que l'on appelle un positif direct. Lorsqu'Arago prit connaissance de l'invention de Louis Daguerre, il a immédiatement perçu les usages pour la science, en archéologie, pour cartographier le monde, étudier les planètes grâce à la précision de ces images. Et de surcroît, il entrevoit le potentiel de cette technique pour des recherches plus fondamentales sur la nature de la lumière solaire. En effet, dans les années 1830, la communauté scientifique est toujours en proie à un intense débat sur la nature de la lumière. Certains scientifiques sont tenants de la théorie de Newton selon laquelle la lumière serait constituée de particules, tandis que d'autres se sont ralliés à la théorie de Young et de Fresnel qui considèrent la lumière comme une onde. Et puis, il y a d'autres questions qui restaient en suspens sur la nature des rayons ultraviolets, appelés rayons obscurs, ou sur la nature des rayons infrarouges, alors appelés rayons calorifiques. Le daguerréotype apparaît alors comme un nouvel outil d'investigation prometteur pour explorer ces aspects fondamentaux. Il y avait quand même une petite imperfection, l'absence de couleurs. Le daguerréotype produit des images de la nature sans les couleurs naturelles. Parfois, des couleurs bleues sont observées dans les zones surexposées comme le ciel ou des zones blanches du sujet. Alors ces colorations bleutées, connues sous le nom de solarisation, ainsi que d'autres qui semblent apparaître lors du traitement, n'ont pas de lien avec les couleurs du sujet, ou si elles en ont, comme un ciel bleu, c'est purement fortuit. Néanmoins, l'apparition de zones colorées sur la plaque daguerrienne laisse à penser qu'il est possible de produire des couleurs directement. Certains avancent même que les couleurs existent sur la plaque sous forme latente et qu'il faut trouver un moyen de les faire apparaître. Arago suggère alors l'usage d'une substance idéale, une substance caméléon qui prendrait et conserverait la couleur de la lumière à laquelle elle a été exposée.
C'est ainsi que le concept de photographie couleur produit directement a été introduit et adopté par la communauté scientifique de l'époque. Produire des photographies couleur en une seule étape, sans utiliser de matière colorante, est devenu une sorte de dogme et le Graal des physiciens de l'époque. C'est ce que l'on dénommera la photographie directe des couleurs. Et parmi les scientifiques qui assistent à la présentation du daguerréotype à l'Académie des sciences en 1839, se trouve un physicien, Antoine César Becquerel. Alors son domaine d'expertise est la production d'électricité par la pression ou par la chaleur. Son laboratoire est situé au Muséum d'histoire naturelle de Paris où je travaille aujourd'hui. Et Antoine Becquerel vient d'engager son fils âgé de 18 ans pour étudier la production d'électricité par la lumière. Alors bien sûr, même à l'époque, il était considéré comme un peu curieux qu'un père recrute son fils. Et à ces remarques, Antoine Becquerel répliquait « Je n'ai pas recruté mon fils, j'ai recruté le meilleur candidat et il s'avère que c'est mon fils. » Et son fils Edmond s'est en effet révélé excellent. Il met en évidence l'effet photovoltaïque qui permet de produire de l'électricité à partir de la lumière solaire. Il propose des traitements pour éviter l'utilisation du mercure pour le développement des daguerreotypes. C'est ce que l'on appellera l'effet Becquerel. Et il montre que les rayons UV et infrarouges sont de même nature que la lumière. Dans son travail de doctorat, il va évaluer l'impact de chaque couleur de la lumière solaire sur le daguerréotype. Et comme on peut le lire dans sa thèse, les lumières rouges, jaunes et vertes n'interagissent pas ou que très peu avec la plaque photographique, tandis que les rayons bleus et ultraviolets créent une interaction qu'il mesure par l'électricité produite au cours de cette interaction. Et nous verrons que ce comportement des plaques photographiques a constitué un des obstacles majeurs à la production de photographies en couleur. De 1839 à 1848, alors qu'Edmond Becquerel poursuit ses travaux en utilisant la plaque daguerrienne, ce daguerréotype connaît un succès mondial, illustré par la fameuse gravure intitulée « Daguerréotypomanie ». Même sans couleur, la grande qualité de l'image suffit alors à contenter les exigences des photographes et du grand public qui va s'habituer aux photographies en noir et blanc. Et si certains ne sont pas satisfaits de cette absence de couleur, il est toujours possible d'en ajouter manuellement. L'art de la retouche, de la colorisation des photographies se développe, produisant des résultats plus ou moins convaincants. Alors il arrive que les retouches soient particulièrement élégantes et subtiles, mais ce n'est pas toujours le cas. Cette traduction de ce qu'on appellera photopeinture a perduré au cours du XXe siècle. C'est en janvier 1848 qu'Edmond Becquerel fait une annonce remarquée à l'Académie des sciences. 9 ans seulement après l'introduction du daguerréotype, Becquerel présente le premier procédé de photographie directe des couleurs. La technique qu'il introduit est relativement simple. Il immerge une plaque argentée dans une solution de chlorure pour produire une couche de chlorure d'argent à la surface de la plaque. Et ce chlorure d'argent se comporte comme cette fameuse substance idéale caméléon imaginée par Arago. Lorsqu'elle est exposée à une lumière rouge, elle prend une tonalité rouge. Lorsqu'elle est exposée à une lumière bleue, elle vire au bleu. Sous une lumière verte, elle devient verte, et ainsi de suite. Becquerel expose ces plaques au spectre solaire et enregistre directement une image en couleur du spectre solaire dont certains exemplaires sont encore dans les musées français, que ce soit au Conservatoire national des arts et métiers ou au musée Niepce. Il produit en quelque sorte une photo instantanée
à l'instar d'un Polaroid, si ce n'est que le temps d'exposition peut durer plusieurs heures. Ces images en couleur ne peuvent pas être fixées, elles s'effacent progressivement lorsqu'elles sont exposées à la lumière, mais se conservent bien dans l'obscurité. Il y a quelques années, une collègue a trouvé au Muséum d'histoire naturelle une série de plaques réalisées par Becquerel. Elles avaient été préservées de la lumière et après 150 ans, c'était une surprise de trouver ces images fragiles en relativement bon état. Et cette découverte a réactivé une ancienne question sur cet étonnant procédé de photographie couleur. Comment les couleurs sont-elles produites? Certains physiciens des 19e et 20e siècles pensaient que les couleurs résultaient d'un phénomène interférentiel, comme les irisations sur des bulles de savon. D'autres pensaient que les couleurs étaient dues à la formation de pigments. Alors nous avons cherché à élucider cette question en étudiant ces plaques colorées. Et nous avons immédiatement été confrontés à la difficulté d'analyser les plaques par des techniques de spectroscopie ou d'imagerie, car elles étaient extrêmement sensibles au rayonnement ou aux faisceaux d'électrons, qui pouvaient entraîner des changements dans la structure ou la composition chimique de l'image au cours de l'analyse. Notre doctorante Théa De Sauve a réussi à éviter ces interactions en travaillant à basse température avec une dose limitée de photons. La microstructure de l'image a été caractérisée par microscopie électronique couplée à la spectroscopie électronique et à la spectroscopie de rayons X. Et nous n'avons pas observé de structure périodique du matériau qui pourrait être à l'origine d'un phénomène d'interférence. Nous n'avons pas été non plus en mesure d'identifier différents états d'oxydation qui pourraient expliquer les différences de couleurs. En revanche, l'étude statistique des nanoparticules d'argent présentes sur le dépôt de chlorure d'argent indique que l'exposition à des lumières colorées provoque un phénomène de photoadaptation des nanoparticules présentes dans ou sur les grains de chlorure d'argent. Il y a des différences significatives dans le nombre de nanoparticules, leur localisation et leur morphologie en fonction de la couleur. Par exemple, une plage bleue présente un grand nombre de petites nanoparticules inférieures à 30 nanomètres dans les grains de chlorure d'argent. La taille et la distribution de ces nanoparticules sont à l'origine de la couleur dans ces plaques. C'est ce que l'on appelle un effet plasmonique. Le procédé de photographie couleur de Becquerel a focalisé l'attention des communautés scientifiques et photographiques pendant une vingtaine d'années. La preuve de concept était faite, il restait juste à réduire les temps d'exposition et surtout à fixer cette image instable à la lumière. Abel Niepce de Saint-Victor et d'autres s'y consacreront avec acharnement sans jamais y parvenir. Dans les années 1850, aux États-Unis, le pasteur Hill présente un procédé de daguerréotype en couleur qu'il nomme hyllotype. À l'époque, personne ne parvient à produire ces images en couleur et il fut alors considéré comme un charlatan. Depuis, il a été démontré que ce procédé pouvait effectivement restituer certaines couleurs, même si mes collègues Art Kaplan et Dusan Stulik du Getty Conservation Institute ont montré que pour rehausser les couleurs sur ces plaques, il n'hésitait pas à ajouter quelques pigments colorés à ces hyllotypes, dont plusieurs se trouvent aujourd'hui dans les collections du National Museum of American History. 1891 marque une étape décisive dans l'histoire de la photographie directe des couleurs. En effet, Gabriel Lippmann, professeur à la Sorbonne, dévoile un étonnant procédé de photographie couleur. Ce fut une extraordinaire réussite d'un point de vue scientifique et technique, mais ce fut également le champ du signe de la photographie directe des couleurs. Le principe est le suivant. Une simple plaque photographique sur verre est exposée en plaçant la couche sensible au contact de mercure. Alors, lors de l'exposition,
les ondes lumineuses sont renvoyées par la couche de mercure et elles interfèrent avec les ondes incidentes et produisent ainsi dans la couche photographique des raies d'intensité lumineuse maximale dont l'espacement dépend de la couleur de la lumière. Donc après développement, l'image est constituée de strates d'argent espacées en fonction de la longueur d'onde. En observant ces photographies sous un certain angle, les couleurs sont restituées par un même phénomène d'interférence de la lumière sur les strates d'argent. Les couleurs obtenues sont éclatantes, saturées, d'aspect métallique. Cette méthode élégante ne fut jamais adoptée par les photographes. Les temps d'exposition de plusieurs secondes, voire dizaines de secondes, étaient encore trop longs à l'époque. L'utilisation du mercure n'était pas pratique et les images étaient uniques et petites, de la taille d'une carte de visite. Cette méthode fut cependant l'apanage de physiciens et de scientifiques et elle valut à Lippmann le prix Nobel de physique en 1908. Cette découverte a révélé une condition préalable essentielle. La mise au point d'un procédé de photographie couleur ne pouvait pas découler simplement de découvertes empiriques, comme ce fut le cas pour la photographie en noir et blanc. Une base, un fondement scientifique était indispensable pour réussir. Lippmann a construit son procédé de photographie couleur sur la nature ondulatoire de la lumière et il a réussi. Et il y avait une autre branche de la science en plein développement qui avait été ignorée, la physiologie. Les physiciens voyaient dans la photographie couleur un moyen d'enregistrer les spectres. Mais était-ce vraiment nécessaire pour la photographie couleur? Après tout, la couleur n'existe que dans le cerveau, dans l'œil d'un observateur. L'important pour une photographie couleur n'est pas tant d'enregistrer ou de restituer les spectres des couleurs qui sont dans la nature, mais de reproduire une sensation de couleur équivalente dans l'œil de l'observateur, même si elle résulte de spectres différents. Les artistes le savaient depuis longtemps. Au XVIIe siècle, il était admis que 3 couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu, suffisent à recréer toutes les autres couleurs. Et ces 3 couleurs ont été appliquées à la production de gravures en couleur par Jean-Christophe Leblond dans la première moitié du XVIIIe siècle. Ainsi, Leblond décompose intuitivement le sujet à reproduire en 3 couleurs primaires, jaune, rouge et bleu, et il grave 3 plaques de cuivre, chacune pour imprimer une de ces couleurs sur le même support. C'est précisément cette méthode que 2 scientifiques indépendants, Louis Ducos-du-Houron et Charles Cros, vont proposer au milieu du XIXe siècle dans le but de produire des photographies en couleur, c'est-à-dire en utilisant simplement 3 matières colorantes, 3 colorants. Ce que l'artiste fait en mélangeant intuitivement quelques couleurs primaires pour reproduire en tout point les couleurs d'un sujet, eh bien, Louis Ducos-du-Houron va se servir de la photographie pour décomposer une scène colorée en 3 couleurs primaires et, comme il l'écrit, forcer ainsi le soleil à peindre avec des couleurs toutes faites. Le procédé est breveté en 1868. La technique consiste donc à prendre 3 photographies en noir et blanc du sujet, l'une avec un filtre bleu, l'autre avec un filtre vert et la troisième avec un filtre rouge. Et à partir des 3 négatifs noir et blanc, il réalise 3 tirages positifs qu'il va teinter avec les couleurs complémentaires et qu'il va ensuite superposer sur une feuille de papier. Louis Ducos-du-Houron présentera à plusieurs reprises ce procédé de photographie couleur à l'Académie des sciences, mais les physiciens le rejettent avec dédain. Pour Edmond Becquerel, les couleurs sont fausses et Léon Vidal, un des grands noms de la photographie à l'époque, ajoute qu'il s'agit simplement de couleurs prises chez le droguiste.
Et il est surprenant que cette proposition n'ait pas davantage retenu l'attention des académiciens, d'autant plus qu'un autre physicien, James Maxwell, au Royaume-Uni, avait démontré dès 1861 que 3 couleurs suffisaient à reproduire toutes les couleurs dans les yeux d'un observateur. Pour le prouver, Maxwell avait conçu une toupie avec des sections de couleurs bleues, rouges et vertes, et en la faisant tourner, différentes couleurs étaient observées en fonction de la taille de ces sections. Si les 3 sections sont à peu près de même taille, la couleur apparaît blanche. S'il n'y a que du vert et du rouge, la couleur résultante est le jaune. Et de surcroît, Maxwell montre avec ses expériences qu'en utilisant 3 couleurs, toutes les couleurs naturelles peuvent être recréées dans une photographie. Maxwell procède comme Louis Ducos du Huron le fera. Il réalise 3 photos en noir et blanc, chacune avec un filtre différent, un filtre rouge, un filtre vert, puis un filtre bleu. Mais il projette ensuite ces 3 diapositives en noir et blanc sur un écran à l'aide de projecteurs dotés du filtre qui avait été utilisé pour la prise de vue. Ainsi, la plaque photographique réalisée avec le filtre rouge est projetée avec un filtre rouge, l'autre avec le filtre vert et la dernière avec le filtre bleu. Lors de la projection, la superposition des 3 images projetées restitue toutes les couleurs naturelles. C'est ce que l'on appelle la synthèse additive des couleurs. Alors, lorsque cette expérience de Maxwell fut décrite en France, les physiciens ne s'attarderont pas sur le procédé de photographie couleur ainsi présenté, pas plus que Maxwell d'ailleurs. Seuls les filtres utilisés retiendront leur attention. Bien, en effet, à l'époque, il y avait une certaine confusion entre la synthèse additive des couleurs qui correspond à l'addition de lumière, où les couleurs primaires sont des lumières bleu, rouge, vert, et la synthèse soustractive des couleurs, qui est la méthode du peintre utilisant des matières colorantes jaune, bleu et rouge. Avec ces expériences, Maxwell démontre que du point de vue physiologique, 3 couleurs suffisent au cerveau humain pour reconstituer toutes les couleurs de la nature, et donc que le procédé de photographie en couleur de Louis Ducos du Huron est scientifiquement fondé. Ainsi, la photographie permet de sélectionner, non pas empiriquement comme le faisait Leblond dans ses gravures, mais automatiquement la quantité de chacune des 3 couleurs primaires nécessaires pour reproduire n'importe quelle couleur dans une image. Ce procédé est dénommé procédé de photographie indirecte des couleurs, car il impose une première étape de décomposition d'une scène en ses 3 composantes de couleurs primaires, en prenant 3 photographies avec des filtres différents. Cette expérience de séparation des couleurs peut sembler simple aujourd'hui, mais en 1860, elle était loin d'être une opération aisée. Comme l'avait montré Becquerel, les plaques photographiques sont très sensibles aux rayons ultraviolets et bleus, mais assez peu sensibles au vert et encore moins à l'orange et au rouge. Donc l'enregistrement de la couleur avec une plaque photographique qui ne pouvait pas vraiment voir toutes les couleurs était un véritable défi. Tout ce qui était bleu et au-delà était enregistré rapidement, tandis que les couleurs rouges et vertes étaient considérées comme des couleurs paresseuses pour la plaque photographique et ne s'enregistraient que difficilement. Ainsi, obtenir une photographie où les nuages et les paysages étaient correctement représentés était une opération difficile, voire impossible, car le ciel riche en rayons ultraviolets et en lumière bleue s'enregistrait rapidement sur la plaque photographique, contrairement au reste du paysage. Pour obtenir une telle photographie, avec à la fois le ciel et ses nuages, et le paysage avec ses modulations, Gustave Le Gray prenait 2 photographies, l'une du ciel et l'autre du paysage. Et il combinait ensuite les 2 négatifs pour former un tirage composite où les nuages et le paysage étaient bien représentés. Parfois d'ailleurs,
La même image de nuage fut utilisée dans différents tirages. J'ai eu l'occasion de faire moi-même l'expérience de cette limitation technique lorsqu'un collègue, Geoffroy Berliner, de la fondation Penumbra, s'est avisé de faire mon portrait en utilisant un procédé photographique du XIXe siècle. Alors, les choses semblaient bien se passer et l'image apparaissait timidement dans le bain de révélateur et je me voyais alors déjà dans une posture aussi flatteuse que celle d'Hemingway par Youssouf Karch. Malheureusement, j'héritais du portrait de Dorian Gray dans la nouvelle d'Oscar Wilde. La couche photographique n'étant pas sensible aux couleurs rougeâtres ou orange, toute zone colorée dans les tonalités rouge-orangé n'était pas capturée et se traduisait par une zone sombre, voire noire dans l'image finale. Ainsi, sur mon visage apparaissaient des taches sombres autour de mes yeux ou sur mes tempes et ma tête était constellée de taches. Bien sûr, ce manque de sensibilité aux couleurs n'a affecté que mon ego, mais c'était un défi pour les photographes et pour Louis Ducos-Duron. Photographier derrière le filtre rouge pouvait demander des heures d'exposition. En 1875, pour améliorer la sensibilité aux couleurs rouges, aux rayons rouges, Ducos-Duron introduit de la chlorophylle extraite de la feuille de lierre dans ses plaques photographiques. Et il réussit à réduire ainsi le temps d'exposition à une douzaine de minutes. L'année suivante, il se rend à Boulogne-Billancourt pour faire une démonstration de cette technique. Et cela ne marche pas. Alors il pense que le lierre de Boulogne ne convient pas, il essaye celui de Meudon, puis celui d'Asnières, de Sèvres et même de Versailles, bref, toutes les villes de la région parisienne sans succès. Il réalisera plus tard que la saison de récolte du lierre est importante et que le lierre récolté au printemps est inefficace. Finalement, dans les années 1880, il utilisera un colorant synthétique, l'éosine, qui lui permettra de réduire considérablement les temps d'exposition lors de l'utilisation de filtres rouges, en particulier avec les nouvelles plaques photographiques au gélatino-bromure d'argent qui sont disponibles dans le commerce à partir des années 1880. Malgré toutes ces expériences, aucune n'aboutira à un procédé commercial lui permettant de subvenir à ses besoins. Comme Nicéphore Niepce, Louis Ducos-Duron fut un inventeur visionnaire, reconnu mais malchanceux, rejeté par la communauté académique. Et il terminera sa vie avec assez peu de ressources et peu de satisfaction. À la fin du XIXe siècle, il sera amer en voyant peu à peu ses théories et ses procédés adoptés sans qu'on lui en attribue le mérite. Eugene Ives aux États-Unis ou Sergueï Korsky en Russie produisent alors des photographies couleur trichrome de haute qualité en adoptant les méthodes de Maxwell et de Ducos-Duron. En réponse à la demande du tsar de réaliser un reportage photographique en couleur, Gorsky voyage à travers la Russie et réalise des séries de 3 diapositives en noir et blanc qui, projetées avec les filtres bleus, rouges et verts, permettent de présenter des photographies en couleur à la cour impériale. Aujourd'hui, ces plaques photographiques en noir et blanc sont conservées à la Bibliothèque du Congrès à Washington, où elles peuvent être traitées numériquement pour restituer la photographie en couleur. Mais là encore, à l'époque, les manipulations étaient longues et complexes pour les photographes et pas toujours à la portée du grand public. En 1896, le photographe Beach écrivait que la photographie en couleur soit un mythe et une illusion devient de plus en plus évident lorsque l'on voit les expériences et dans presque tous les cas, l'échec total des hommes qui l'ont tenté. Leur enthousiasme s'est éteint lorsqu'ils ont réalisé que les images colorées qu'ils produisaient n'étaient pas vendues sur le marché. Pourtant, les innovations des décennies qui allaient suivre lui donneront tort.
John Joly, professeur de physique au Trinity College de Dublin, présente une plaque photographique noir et blanc qui comporte un réseau microscopique de lignes rouges, vertes et bleues d'un dixième de millimètre de large. Vous reconnaissez peut-être le principe des écrans couleurs de télévision ou d'ordinateur. Toutefois, ces lignes, encore grossières à l'époque, donnent la désagréable impression d'un procédé photomécanique. Cette méthode de photographie couleur est reprise et améliorée par Louis Lumière. En 1890, il est alors à la tête d'une entreprise prospère de fabrication de plaques photographiques et cherche à conquérir un nouveau marché, celui de la photographie couleur pour le grand public. Et pour créer l'écran coloré, transparent, le plus fin possible, Louis Lumière va utiliser de la fécule de pomme de terre qui peut être teintée aisément. Les grains de fécule les plus fins, d'une taille d'environ 10 à 15 microns, sont recueillis et teintés en bleu, vert ou rouge. Ils sont mélangés et appliqués sur une plaque de verre recouverte d'un vernis poisseux, puis d'une couche photographique en noir et blanc. Alors, lorsque la plaque est exposée dans l'appareil photo, la lumière est d'abord filtrée par le réseau coloré avant d'atteindre la couche photosensible. Ainsi, par exemple, lorsque vous prenez une photo d'un drapeau rouge, la lumière rouge passera à travers les fécules rouges, mais sera arrêtée par les fécules vertes et bleues. Après avoir développé l'image et l'avoir inversée pour obtenir une diapositive, un dépôt d'argent se forme qui masque les fécules vertes et bleues. Et seuls les grains de fécule rouge sont visibles par transparence. Alors qu'en est-il pour la couleur jaune? Eh bien, le jaune est recréé par la combinaison de la lumière passant à travers les fécules rouges et vertes. De loin, le mélange optique de cette lumière rouge et verte dans les yeux de l'observateur restitue une couleur jaune. En 1907, la société Lumière commercialise les premières plaques couleur sous le nom de plaques autochromes qui connaissent un rapide succès. Quelques millions de ces plaques sont produites en l'espace d'une vingtaine d'années, sans vraiment que ce soit un marché lucratif pour la société Lumière. Elles sont utilisées par le grand public et des photographes célèbres comme Steichen, Stieglitz, Kuhn, etc. Ici, une belle autochrome de Rodin par Steichen et des images du Vietnam produites par Léon Bussy pour les archives de la planète, ce grand projet du banquier Albert Kahn. Cette collection d'autochromes conservée au musée Albert Kahn à Boulogne est constituée de plus de 73 000 plaques autochromes et le rendu de ces diapositives couleur sur plaques de verre est extraordinaire et elles sont encore admirées de nos jours. Il s'agit d'une documentation exceptionnelle en couleur du monde au premier quart du XXe siècle. Alors de nombreux autres procédés concurrents seront introduits avec toutes sortes de trames géométriques. Mais l'autochrome restera le plus populaire grâce à cette trame aléatoire due aux fécules colorées qui confère aux images une esthétique particulière avec de délicates tonalités pastel. Il semble d'ailleurs que George Eastman ait été intéressé par la production de plaques autochromes dans ses usines Kodak aux États-Unis en utilisant ce réseau coloré fabriqué par Lumière. En 1930, il vient en France et rencontre Louis Lumière, et cette rencontre entre les deux géants de l'industrie photographique sera immortalisée par la photographie. Et d'ailleurs, pour que les deux géants soient à peu près de la même taille, on n'hésitera pas à faire quelques retouches. Toutefois, les procédés à réseau étaient voués à disparaître après 1930. Les formats des appareils photo passaient progressivement des plaques de 9 par 12 cm aux pellicules 35 mm, soit un facteur de réduction de plus de 20. Et la taille de ces réseaux colorés, qui pouvaient apparaître comme une
texture harmonieuse sur une grande plaque devenait une granulation gênante qui interférait avec l'image sur un petit format photographique. L'innovation allait venir d'Agfa en Allemagne et de Kodak aux États-Unis. En réalité, George Eastman avait mis une autre stratégie en place pour la société Kodak. En 1930, il avait engagé deux jeunes inventeurs talentueux, Leopold Mannes et Leopold Godowski, tous deux musiciens issus d'une famille de musiciens célèbres, mais ils échangèrent leurs instruments de musique contre des instruments de laboratoire pour développer un nouveau procédé qui, grâce à la puissance de Kodak, connut un succès pendant plus de 60 ans. Ce fut le fameux film Kodachrome que l'Europe découvrait après la Seconde Guerre mondiale. Alors ces films Kodachrome étaient constitués d'une superposition de 3 couches photographiques, incolores et sensibilisées à des couleurs différentes. La couche supérieure était sensibilisée au bleu, la couche intermédiaire au vert et la couche inférieure au rouge. Après exposition, les colorants se forment au cours du développement dans le révélateur. Le colorant jaune se forme dans la couche supérieure, le colorant magenta dans la couche intermédiaire et le colorant cyan est synthétisé dans la couche inférieure. Alors cette étape est appelée le développement chromogène. Le résultat est une diapositive aux couleurs saturées et pratiquement sans grains. Alors l'opposé du rendu d'une plaque autochrome. Ce film couleur à développement chromogène était ainsi lancé et deviendra le film couleur standard, alors d'abord pour réaliser des diapositives couleurs, puis comme film négatif pour produire des tirages couleurs sur papier dans les années 1960. Et il deviendra le procédé photographique dominant à la fin du XXe siècle. Il faudra cependant quelques décennies aux photographes pour adopter la couleur. Pendant un siècle, ils avaient porté la photographie en noir et blanc à un niveau de perfection inégalé. Ils se sont montrés capables de traduire la riche palette colorée de la nature en une gamme harmonieuse de nuances de gris, ce qui était loin d'être aussi simple qu'il n'y paraît aujourd'hui. Les photographes ont produit des images allant de rendus très contrastés, comme dans cette image d'Edward Weston, à des dégradés de gris les plus subtils et les plus harmonieux, comme dans ce platinotype de Frederick Evans, où les zones sombres ne sont jamais complètement noires et les zones claires jamais complètement blanches. Comme vous pouvez le constater, l'expression photographie en noir et blanc n'est pas vraiment appropriée. Il serait plus juste de parler de photographie de gris, car il y a ici plus de 50 nuances de gris. L'un des maîtres en la matière est sans doute le photographe paysagiste américain Ansel Adams. Il déclarait d'ailleurs en 1967 « Je peux obtenir une bien meilleure notion de la couleur grâce à une image en noir et blanc bien pensée et exécutée que je ne pourrais jamais le faire avec la photographie en couleur ». Lorsque la photographie couleur s'est répandue, certains photographes célèbres l'utilisèrent exclusivement à des fins commerciales pour illustrer des magazines tels que Paris Match ou Life ou pour la publicité. Aujourd'hui, nous redécouvrons avec bonheur ces photographies couleur oubliées comme celles d'Ansel Adams, de Jacques-Henri Lartigue ou d'Henri Cartier-Bresson. Elles furent mises à l'index quelque temps. Par exemple, les photographies en couleur de Jean-Philippe Charbonnier, réalisées pour le magazine Réalité, n'ont pas été présentées en couleur lors d'une exposition rétrospective en 1972, mais en noir et blanc. Et ce rejet de la couleur par les artistes photographes pourrait être interprété comme une sorte de résurgence de la controverse des coloristes qui opposaient en France, dans le dernier quart du XVIIe siècle, les partisans du dessin aux partisans de la couleur, les rubinistes
contre les poussinistes. Dans les années 1950, les photographes se plaçaient du côté du dessin, de l'image monochrome, où la liberté d'évocation suggérée par la ligne et par la forme dans une représentation monochrome était beaucoup plus satisfaisante. Je peux voir aussi dans cette approche, dans ce choix des photographes, la difficulté de maîtriser une technique patiemment acquise au profit d'une autre plus incertaine. La photographie en noir et blanc permettait effectivement aux photographes de garder un contrôle total sur la production des tirages, ce qui n'était pas possible avec la photographie couleur à la même époque. Le traitement des tirages photographiques couleur leur échappait. Et si un photographe réalisait des tirages en couleur, il avait peu de possibilités pour jouer sur les paramètres du traitement ou sur le choix du papier par rapport à un tirage noir et blanc. Étant donné l'importance que les photographes attachent à ce contrôle, à ces interactions au cours du processus de production, eh bien, il est facile de comprendre leur réticence à adopter la photographie couleur. Cette impossible complicité avec les procédés couleur a conduit Henri Cartier-Bresson à dire de la photographie couleur que cette couleur est chimique. Et il me semble qu'il entend par là que la production d'une photographie couleur échappe totalement au photographe. En effet, il ne peut intervenir comme le ferait le peintre en mélangeant ses pigments ou en ajoutant une touche d'un autre pigment ou comme le tireur agit sur certaines parties de l'image lors d'un tirage d'une photographie en noir et blanc. De surcroît, le rendu coloré était imposé par des marques comme Kodachrome, Agfachrome, Fujichrome, Fujicolor, Kodacolor. Chaque marque et chaque type de film avait des caractéristiques colorimétriques spécifiques en termes de rendu et de saturation des couleurs et de contraste qui étaient imposées par les fabricants, comme en témoigne une récente controverse qui explique que les films couleurs produits par Kodak entre 1940 et 1990 furent ajustés afin de restituer harmonieusement certains tons de peau, certaines couleurs de peau. Ainsi, l'étalonnage des couleurs d'un film était effectué en jugeant la photographie d'une employée de Kodak nommée Shirley Page qui avait la peau blanche. Et en effet, l'utilisation d'une de ces pellicules pour photographier des personnes de couleur donnait des résultats insatisfaisants. Alors ces questions liées aux caractéristiques des films couleur et à la complexité du traitement de la couleur ont disparu avec l'avènement de la photographie numérique. La facilité offerte par le traitement numérique a conduit certains photographes à numériser leurs anciennes prises de vue pré-numériques, tant en couleur qu'en noir et blanc d'ailleurs, et à les corriger, à les manipuler afin de pouvoir faire aujourd'hui ce qu'ils auraient aimé faire hier avec un contrôle total qui reflète bien mieux leurs intentions. Aujourd'hui, la photographie est essentiellement en couleur. Et de fait, une photographie en noir et blanc place l'image dans une perspective historique qui influence notre analyse. Je crois que inconsciemment ou consciemment, nous associons la photographie en noir et blanc à une époque révolue. Et si vous voulez rendre une photographie ancienne plus contemporaine, plus attrayante, il suffit d'y ajouter de la couleur. De plus en plus de films, en particulier ceux qui traitent de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, sont colorisés. Au contraire, passer de la couleur au noir et blanc dans un film est une façon d'indiquer au spectateur qu'il s'agit d'une scène se déroulant dans le passé. La couleur en photographie est donc un signe de contemporanéité. Mais il convient de rappeler que son adoption fut bien plus qu'une simple avancée technologique. Elle a obligé les scientifiques et les artistes à remettre en question des pratiques et des idées reçues, à s'engager dans l'expérimentation, à explorer les possibilités de capturer le monde
dans toutes ces nuances de couleurs. Cette opportunité, cette occasion de dépasser l'imagerie monochrome et de s'ouvrir à la complexité de la couleur a souvent été ralentie par des visions très conservatrices. Mais la photographie couleur permet en quelque sorte aujourd'hui de célébrer la diversité et la richesse de l'expérience humaine.